Bienvenue sur Le Crossman, le podcast français 100% MX. Ici, on parle après-course, tests, interviews, conseils, motolife, récap et bien plus encore. Venez écouter ce qu'il se passe devant et derrière la grille de départ. Case. Et salut à tous, bienvenue sur Le Crossman, le podcast français 100% MX. Alors déjà merci de m'écouter, si ça fait plusieurs épisodes que vous m'écoutez, ça me fait super plaisir, j'ai quelques retours sur les réseaux sociaux. Donc voilà, un grand plaisir, toujours d'être là toutes les semaines avec vous. La semaine dernière, on a fait un après-course sur le motocross des nations avec mon père, c'était vraiment intéressant, vraiment marrant les analyses et tout. Et là, cette semaine, encore un épisode super intéressant à venir, je pense, parce que j'ai un préparateur sportif, un coach sportif et préparateur physique avec moi. J'ai Joss Pécou de Monkey Training qui va m'accompagner aujourd'hui. Il va se présenter après. Donc avec lui, on va parler en gros préparation physique spécifique MX, les principes de base, l'avant-saison, les entraînements pendant la saison, la récupération, les exercices spécifiques, cardio. Il y a vraiment plein de trucs intéressants à couvrir là-dessus. Donc aujourd'hui, ça va être super intéressant. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à noter sur Apple Podcast, c'est hyper important. Et surtout, parlez-en autour de vous. Il faut quand même rappeler que ce podcast est sponsorisé par la marque de gants Blasphème. Alors Blasphème, la marque française créée par des crossmen pour des crossmen, qui propose des gants de motocross premium dont la particularité est de pouvoir personnaliser ces gants sur vos phalanges. Haute qualité de finition, confort, performance et durabilité. Voilà ce que propose Blasphème dans des gants haut de gamme où la personnalisation est le maître mot. Pour en savoir plus, allez sur le site blasphème.co, blasfem.co, et sur les réseaux sociaux à Blasphème Racing. Alors, Joss, tu peux te présenter, ça y est, on va vraiment attaquer dans le vif du sujet. Bonjour à tous, donc moi Jocelyn Pécou, je suis un ancien pilote de motocross qui en a fait pendant pratiquement 20 ans. De par des blessures, j'ai décidé ensuite par la suite à l'âge de 25 ans, je crois, quelque chose comme ça, de devenir coach sportif. Donc ça a été ma reconversion professionnelle en fait. Et donc de monter maintenant la société que je tiens depuis 4 ans pratiquement, Monkey Training. Voilà. Ok. Pour commencer, déjà, d'où vient ta passion pour le MX? Comment t'en es venu à ce sport? Alors j'ai commencé très jeune, j'ai commencé à l'âge de 7-8 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Bien sûr, mon père qui était passionné de moto, il m'a mis dedans. Donc on a commencé à en faire dans le jardin, puis à faire après ensuite aller sur des terrains, puis faire une première compétition régionale, puis ensuite une année suivante championnat de France. Et ça a démarré Ouais. petit à petit comme ça, d'année en année, grâce à la passion des parents, quoi, à finir sur des beaux championnats comme les championnats d'Europe par la suite, quoi. Ah ouais, ok, t'es allé jusqu'au championnat d'Europe en cross. Alors, en supercross, ouais. Surtout, j'avais eu une petite vice-championne d'Europe en supercross junior et après quelques épreuves du championnat d'Europe quand j'étais en SX1, quoi. Europe et SX Tour, c'était mes championnats. Ok. Bon, vous voyez là, on a vraiment affaire à un gars qui sait de quoi il parle. Vraiment, pas niveau intermédiaire comme beaucoup d'entre nous. Gros niveau, Jocelyn. Et du coup, ta deuxième passion, c'était en fait le coaching sportif. Ouais, alors ça m'est venu après, donc j'ai toujours aimé le sport. Quand j'étais pilote, je faisais sans arrêt du sport, que ce soit de la course à pied, de la natation, du vélo. J'ai toujours été passionné par Mhm. ça. Mon entourage faisait beaucoup de sport, donc ça me permettait d'en pratiquer souvent. Dans la préparation Mhm. physique, j'étais pas forcément à fond lorsque j'étais pilote parce que c'était pas encore vraiment en vogue, on va dire. La France a toujours Mhm. un petit temps de retard surtout. Donc, mais je m'intéressais quand même à ce qu'il fallait faire et je me renseignais à droite à gauche pour ce qui était le mieux, le plus adapté à la moto. Ouais. Et après, en fait,
le coaching et la préparation physique m'est venu quand j'ai eu une grosse blessure en 2014. Et là, j'étais encadré par des médecins, par des coachs dans un centre de rééducation à Cap-Breton, donc le CERS. Et là, en fait, Mhm. j'ai eu le déclic, j'étais en convalescence, j'ai eu 2 ans d'arrêt et je me suis dit, mais en fait, comment rester dans le sport quand on peut plus vraiment pratiquer le motocross pendant quelques temps? Ben, du coup, j'ai passé mes diplômes de coach et des formations de préparation physique par la suite derrière. Voilà, c'est ça, comme ça que ça m'est venu. Ouais. Ok. Tu vois, tu as rebondi direct sur ma prochaine question parce que j'allais te demander comment t'allais allier ta première passion au coaching sportif. Et en fait, ça a vraiment été ce déclic de la blessure et tu t'es dit, est-ce que, par exemple, même quand tu étais pendant ta carrière de pilote, tu voyais des gars se préparer et tu savais qu'ils se préparaient physiquement avant la saison et tout, et tu te disais, il faut que je fasse pareil, il faut que je me prépare. Et du coup, ça a joué aussi dans enfin, dans le fait que tu aies monté l'entreprise. Ben, quand j'étais encore pilote, je voyais les meilleurs, donc les meilleurs pilotes américains ou français, bien sûr, Mmh. ils étaient suivis par un préparateur, par des coachs. Donc ils arrivaient bien à dissocier. Les meilleurs souvent arrivent à dissocier un préparateur physique et un coach moto. C'est 2 choses différentes. Et donc je voyais qu'ils travaillaient avec toutes ces personnes. Donc j'avais pas encore à l'esprit de devenir coach parce que moi dans ma tête c'était d'être pilote pour le moment. Ouais, ouais. Donc je pensais uniquement à ma carrière de pilote. Mais c'est une fois que ma carrière de pilote s'est arrêtée et que j'ai su que ça allait prendre trop de temps pour revenir que Mmh. j'ai décidé voilà de passer de l'autre côté et de changer de casquette en fait. OK. Et du coup, t'as pu coacher quelques pilotes, motocross depuis le début. Qui est-ce que t'as coaché et qu'est-ce que ça fait justement de passer de l'autre côté? Est-ce que enfin, tu pas des regrets, mais est-ce que tu te dis, que t'aurais aimé avoir quelqu'un comme toi quand, tu étais pilote? Alors ben en pilote j'en ai suivi quelques-uns. Ouais, je me suis occupé de Cédric Soubeyras pendant plusieurs années. Donc il m'a fait confiance pendant plusieurs années, donc je le remercie. Euh, Après je me suis occupé également de Loïc Rombaud qui roule encore un petit peu. Mmh. Je bossais avec le team de B-Racing, donc tous les autres pilotes du team de B-Racing. J'ai Ouais. travaillé ce début d'année dernière avec Christophe Charlier également. Mmh. OK. Maxime So qui roule en championnat de France de sable. Donc en fait, déjà, ce que j'ai pu remarquer, c'est que quand on est du côté de coach, c'est on ressent la pression. On ressent une grosse Mmh. pression, donc c'est pas la même que quand on roule, mais on a la peur, enfin la bonne peur pour son pilote, envie qu'il fasse bien. On se dit est-ce qu'il est assez prêt, est-ce que tout ce qu'on a bossé avant, ça va être, il va réussir à le mettre en pratique lors de ses courses. Donc déjà, il y a une bonne pression et une sensation que je connaissais pas avant. Parce que quand on est Ouais. pilote, ben, on a une autre pression, en fait, c'est vraiment une autre sensation. Et ensuite, Mmh. je me dis, ben, j'ai toujours été encadré quand même quand j'étais pilote avant. J'avais un coach, j'avais Didier Vimet en coach. Ouais. Donc OK. de par mon expérience avec ce coach-là, ben, j'ai essayé de m'en servir de ses techniques, de ce que j'ai appris moi, mes techniques un peu plus modernes et un peu plus Ouais. adaptées pour le transmettre sur mes nouveaux pilotes, quoi, du coup. Ouais, OK. C'est vrai que quand on est pilote, je pense qu'on a le stress vraiment sur soi de sa course et on peut pas trop imaginer tant qu'on n'est pas de l'autre côté de la barrière, ce que les autres peuvent ressentir. C'est vrai que ça doit être assez stressant de voir son pilote et se dire: «Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ce qu'on a mis en place pendant l'hiver et tout, ça va marcher?» Mais ça doit être quand même assez intéressant, ouais. Est-ce que tu ressens une espèce de fierté quand un pilote réussit et que tu vois ce que tu as mis, enfin, que ce que tu as mis en place l'hiver, ça a vraiment marché. Complètement, complètement. On est autant content que si c'était. En fait, d'ailleurs, on le dit souvent, on dit on a gagné quoi, ou on a fait ça parce que ben, en fait Ouais. c'est un travail d'équipe et en fait on est grave satisfait déjà de voir la satisfaction du pilote parce que ben, de voir son Mmh. athlète réussir, ben pour lui il est heureux donc moi ça me rend heureux de le voir satisfait de ses performances. Et je me dis, ben, en Mmh. fait, ce qu'on a mis en pratique, les moments où c'était compliqué, les blessures, le retour des blessures, ben, tout ça, ça a pas servi à rien, quoi. Donc, ouais, c'est très satisfaisant, quoi. Ouais, OK, bon. J'imagine. Est-ce que tu peux me dire pourquoi Monkey Training? Ça vient de quoi ce nom pour ton entreprise?
Alors, c'est plus déjà Monkey parce que je suis vraiment, tout simplement parce que je suis fan des singes, déjà pour commencer. Ça a été Ouais, vraiment la première chose. Je voulais pas m'appeler comme beaucoup de coachs font maintenant, coach machin, fit quelque chose. Je trouvais ça ouais, beaucoup trop basique et limite ringard. Donc je voulais quelque chose qui accroche. Je voulais ouais, qu'on puisse mettre un logo sur mon identité. Et après, quand on prend les capacités physiques du singe, c'est celle qui se rapproche le plus d'un athlète de haut niveau. Donc, ça demande de l'agilité, de la coordination, de la force, de la ouais. souplesse, de l'intelligence Mm. et toutes ces capacités physiques qu'on retrouve ben, chez le singe, le chimpanzé, on va dire surtout, et l'athlète quoi. Donc voilà, j'ai Ouais, réussi à faire le lien des deux et c'est ce qui m'a mm. donné ma société. Ouais. Ce que tu veux dire par le singe, c'est que par exemple, pour un pilote de motocross, il faut pas juste être un bodybuilder plein de muscles. Ça demande quand même beaucoup plus de points, quoi. Oui, exactement. Ouais. On est loin du bodybuilder ou du gorille qui aurait pu, qui est beaucoup utilisé, on va dire, dans des trucs de musculation. Mais là, non, ça demande vraiment une Ouais, ouais. finesse dans tout ce qui est fait, quoi. Ok, je comprends. Et où est-ce que ton entreprise elle est basée? Alors, je suis sur Salon de Provence. C'est pas très loin d'Aix-en-Provence, de Marseille. Je suis à Mhm. 20-30 minutes de Marseille, quoi. Donc, dans le sud-est Ok. de la France. Ok, bon, si vous nous écoutez, allez faire un tour à Salon de Provence, hein, chez Monkey Training. Surtout là, l'hiver approche. Alors, il faut se faire une caisse d'enfer pour la saison prochaine si vous voulez vraiment augmenter en niveau. Euh, Moi, pour ma part, c'est vrai que je suis un peu comme toi, j'adore le sport. Ça fait vraiment longtemps que je fais du sport, aussi bien muscu que cardio. J'adore tous les aspects du sport. Et puis, c'est vrai que, bah, comme on a vu dans le Race Day, là, il y a 10 jours, le show numéro 3 c'était, et ben, quand tu fais un départ de merde, que tu pars dernier ou que tu tombes au départ, et ben là, t'es bien content d'avoir une condition physique de fou. Et donc, c'est vraiment enfin, Jocelyn, c'est vraiment des mecs comme ça que j'apprécie, et j'apprécie leur engagement parce qu'ils peuvent vraiment donner des capacités de fou aux pilotes pour justement, si jamais on fait des départs de merde et tout, remonter et avoir une régularité dans les tours, quoi. Donc, si j'avais un mot à dire, franchement, c'est que euh, et ben, l'aspect sportif dans ce sport, il est pas du tout à négliger, quoi. Faut y aller, faut s'entraîner, et puis sinon, on aurait fait de la broderie, tout simplement, quoi. Ouais, ouais, c'est complètement ça. L'un ne va pas sans l'autre. C'est un sport qui est déjà très Mm. dangereux. Donc si on le prend à la légère, peu importe le niveau, ben on prend des risques. Les risques Mm. sont moindres forcément quand on est pilote intermédiaire. On va peut-être tomber moins fort, mais la Mm. fatigue est là, la lucidité s'en va au fur et à mesure des tours si on n'est pas prêt. Donc Ouais. c'est assez dangereux sans faire d'erreur. Donc on va pas rajouter des complications. Ouais, c'est vrai que ouais, c'est ça. En fait, c'est sans condition physique, c'est vraiment rajouter des complications à un sport qui est déjà assez compliqué. Euh, on peut rentrer dans un chapitre plus spécifique, préparation physique. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'avais une première question. Vraiment la question la plus large du podcast, c'est pour un pilote intermédiaire, voilà, un pilote novice intermédiaire. Que conseillerais-tu déjà comme type d'exercice, cardio et muscu, mais sans rentrer dans les détails? Vraiment, par exemple, je sais pas, est-ce qu'il faut faire 90% muscu, 10% cardio, tu vois, un truc large comme ça. Alors, pour un pilote novice, très novice, ça va dépendre déjà des capacités du pilote, de ses points Mhm. forts et de ses points faibles. Si c'est un pilote qui est déjà fort musculairement, ben, il va falloir qu'il fasse plutôt beaucoup d'endurance cardio parce que il y a donc beaucoup de sorties longues en vélo, beaucoup de footing long. Si le pilote, il est quand même vachement gringalé, comme on peut dire, assez fin, ben, il faudrait qu'il passe par quand même pas mal de séances de gainage pour avoir un meilleur maintien de sa moto et une meilleure Mhm. stabilité sur sa moto. Voilà. Et quelques exercices de renforcement musculaire très simples, très basiques, surtout s'il est novice. Après, la meilleure des préparations physiques pour un pilote novice, pour commencer, c'est quand même le roulage. Faut pas se cacher. Ouais. David Vimin avait dit une phrase comme ça. Quand on n'est pas très bon en moto, on a beau faire tout le physique qu'on veut.
si on a beaucoup de physique mais qu'on n'a pas de technique, il faut d'abord, on sera juste mauvais mais plus longtemps, quoi, en gros. Donc, il faut bosser sa technique et ensuite bosser son physique une fois qu'on a acquis une bonne technique, quoi. Ouais, c'est vrai. Je suis plutôt d'accord avec ça parce que tu vois, donc j'ai fait de la moto étant jeune, après j'ai arrêté pour faire du ski à haut niveau, et quand j'ai repris la moto, j'avais une condition physique de malade, et en fait, c'est vrai que sans technique, j'avais une condition physique de malade et j'avais mal au bras, mais j'ai jamais eu mal au bras comme ça de ma vie, surtout au bras, alors que je faisais de la muscu et du cardio de fou. Et en fait, je me suis dit, mais comment ça se fait que j'ai mal? Alors qu'en fait j'ai une condition physique de fou, mais c'est tout simplement la technique. Donc c'est vrai que le roulage aussi, il va de pair avec le physique, je suis plutôt d'accord. Ouais, ouais. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire aussi, tes exercices spécifiques motocross préférés? Si tu devais en choisir deux, trois, avant de rentrer dans les détails, deux, trois exercices spécifiques préférés. Alors, deux, trois exercices spécifiques préférés. Alors, la motocross, c'est un sport qui est compliqué pour faire des transferts, comme on peut voir, par exemple, en préparation physique pour le vélo, où ils vont faire des Mhm. séries de squats et ils peuvent directement transférer sur le vélo en faisant des sprints derrière. En motocross, c'est compliqué, Ouais, on peut pas trop faire nos séries de squats et directement enchaîner sur des tours en moto, mais il va falloir qu'on fasse des choses qui se ouais. rapprochent le plus. Donc moi, ce que j'adore faire pour mes pilotes, c'est déjà avoir une une belle force dans les jambes, une bonne force dans les jambes, un très gros gainage et une bonne explosivité. Donc Ouais. j'essaie de allier tout ça en faisant des enchaînements, par exemple de back squat, enchaîner derrière avec Mhm. des jumps sur une box, des box jumps, Ouais. pour travailler Mhm. l'explosivité et enchaîner derrière avec des exercices d'instabilité pour travailler le gainage. Donc là, on retrouve vraiment les trois capacités, les trois points importants pour la moto, quoi. Ouais, ok. Ça marche. Hyper intéressant. Euh, J'aimerais rentrer maintenant dans une partie plus cardio et après on fera une partie muscu. Pour toi, quelle est l'importance du cardio dans l'entraînement d'avant-saison et même pendant la saison? Euh, ouais, t'accordes quelle importance au cardio? Et est-ce que dans ces exercices, tu préfères faire du travail de fond, vraiment de l'endurance longue, ou du fractionné, ou les deux? Au niveau du cardio, t'en penses quoi? Enfin, comment un pilote intermédiaire comme nous pourrait s'améliorer à ce niveau-là? Alors ça va être par cycle et par période en fait surtout. Une période hivernale, Mmh. une période de trêve on va dire. Il n'y a pas de course de octobre à février. Mmh. Là ça va être la période où on va travailler son foncier. Donc qui dit foncier dit sortie longue en vélo, donc de l'endurance cardiovasculaire, des sorties longues en vélo, en course à pied, des trails, pour justement construire un cœur solide. Donc le cœur c'est un muscle de toute façon, donc il faut le renforcer. Le Mmh. cœur, c'est ce qui permet d'envoyer le sang dans les muscles, d'envoyer le sang dans tous les organes. Donc, il faut que le cœur, la pompe, soit habitué à travailler. Donc, en faisant du Ouais. long sur la période hivernale, c'est ce qui compte le plus. Mmh. On se crée une base, en fait, une grosse base physique. Et Mmh. ensuite, plus on va approcher des compétitions, plus on va Mmh. approcher de la date limite, plus il va falloir travailler sur de l'intensité, donc du fractionné. Donc selon OK. les épreuves et les compétitions, on va travailler sur du fractionné plutôt long, plutôt court, en fonction des capacités et des besoins de chacun, quoi. Ouais, d'accord. Donc tu dis, ouais, vraiment l'endurance, le travail de fond l'hiver et puis après maintenir un peu, le cap pendant la saison, heu, pour pas au final se ruiner non Ouais, plus, quoi. voilà, c'est pas maintenir parce qu'il y a encore un gros travail. En fractionné, c'est des grosses séances qui demandent beaucoup d'énergie. Ouais, ouais. Donc le fractionné Mmh. arrive en pré-saison. Et après, par contre, durant la Mmh. saison, voilà, c'est de l'entretien, c'est des séances de fractionné, mais plus courtes, pour pas taper trop. Mmh. Parce que ce qui compte aussi, c'est l'entretien, mais l'entraînement moto aussi pendant la saison. Des sorties vélo, mais plus lentes, pour simplement servir de récupération. Voilà. Mmh. OK. C'est le gros travail se fait l'hiver, et après, on essaie de garder le cap tout le long, quoi. OK. Est-ce que tu accordes de l'importance aux ceintures cardio, aux montres connectées pour, que le pilote novice et intermédiaire, il puisse, savoir dans quelle plage, travailler au niveau de son cardio? Est-ce que tu as une plage, cardio,
que tu préfères exploiter pour les sorties longues, une autre pour les fractionner. Qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau du cardio, enfin au niveau du rythme de battement par seconde, par minute? Du rythme cardiaque, ouais. Ben, bien sûr, Ouais. c'est un outil très intéressant qui est facile à utiliser, on va dire, surtout maintenant, Mmh. Mmh. et qui est très utile sur les séances. Quand on demande une séance longue à un athlète, euh, par exemple, qu'on lui dit, ben, aujourd'hui, tu dois faire 2 heures de vélo à 60, entre 70 et 75% de ta fréquence cardiaque max. Donc, il y a eu des Mmh. tests qui ont été réalisés au préalable. On lui a testé sa fréquence cardiaque max qui peut être de 200, qui peut être de 195. On lui demande de Mmh. travailler sur sa distance de 2 heures de vélo. On lui demande d'être à 70% de sa fréquence cardiaque max. Donc, il sait où il doit se situer. Donc, c'est un outil Ouais. intéressant. Tout comme si il doit faire une séance d'intensité et on lui dit, bah, aujourd'hui, tu dois être à 95% de ta fréquence cardiaque max. Donc, il sait à combien de fréquences cardiaques par minute il doit monter. Donc, c'est un outil Ouais, qui peut être OK. intéressant. Après, il y a d'autres tests en course à pied qu'on utilise, c'est plutôt les tests de VMA, donc de vitesse Mmh. maximum aérobie, des Ouais. tests de terrain très simples, courir pendant 6 minutes le plus vite possible. À partir de là, on multiplie, il y a un calcul, je crois que c'est x10 pour nous donner la distance qu'on a fait x10, ça nous donne notre VMA. Et donc, à Mmh. partir de là, on peut dire, bah, tu cours à 70% de ta vitesse maximum, donc de ta VMA. Et ça donne Ouais, aussi des OK. allures qu'on doit tenir sur l'entraînement. Ouais, OK, donc en fait, tous ces calculs-là font qu'après tu peux faire un bon entraînement hivernal. Ouais, voilà, tu lui dis sur les sorties longues, tant de cardio, sur les sorties course à pied, tant de telle vitesse et tout et OK, d'accord. Bah, c'est super C'est ça. intéressant, tu vois? Parce que justement, je pensais pas qu'on était aussi détaillé, à ce niveau-là. Est-ce que moi, j'avais une question vraiment spécifique. On m'a toujours dit qu'il fallait avoir une plage cardio, la plus grande plage possible. Qu'est-ce qui fait réduire le cardio au repos et qu'est-ce qui permet d'augmenter, le cardio max, en fait, qu'on se sente à l'aise, par exemple, quand on est à 90-95% de sa fréquence max? C'est dû à quoi tout ça? Ben, l'entraînement, tout simplement, l'entraînement cardio. Donc, ben, on parlait tout à l'heure d'entraînement long. Ben, là, ce qui va Mmh. améliorer tout ça, ça va plutôt être les entraînements de fractionné. Donc, le fractionné sert OK. à apprendre à son cœur à monter très très haut en intensité. Donc, on va être Ouais. parfois à sa fréquence cardiaque max. Et par contre, Mmh. ben, durant le temps de récupération, apprendre à son cœur à descendre très rapidement sur les fréquences cardiaques, ben, descendre de 20 à 30 pulsations en 30 secondes pour pouvoir le Ouais. réhabituer à remonter rapidement. Donc, par exemple, si on part sur une séance toute simple de fractionné de 30 secondes d'intensité, Ouais, 30 ouais. secondes de récupération, Mmh. ça va servir à Mmh. ça. Pendant les 30 secondes OK. d'intensité, le cœur va monter très très haut et après il faut le faire redescendre. Donc oui, c'est important d'avoir un cœur qui monte Mmh. haut et surtout d'avoir un cœur qui descend bas rapidement. C'est ça qui est important. Ouais. Moi, le fractionné, dans ma tête, je me suis toujours dit, le fractionné, ça peut servir. Alors, l'exemple, tu vas rigoler, mais le truc le plus concret, c'est t'es en bagarre, et donc, je sais pas, on va dire que t'es en bagarre en moto, ton cardio, il est par exemple à 70, et là, tu tombes dans la boue. Il faut relever la moto, et là, on sent tous notre cœur qui monte à Mach 12, et là, tu remontes sur la moto et tu te dis, oh, mais c'est pas possible, du coup, mon cœur, il est à 200, je pourrais jamais tenir ce rythme-là, va falloir que le cœur, il descende pour, pour continuer la manche et essayer de rattraper le mec que je voulais doubler à la base, quoi. C'est totalement ça. Ben, je roulais avec mon Garmin avec mon cardio-fréquence-mètre avant, enfin quand je Ouais. roulais à haut niveau. Je le mets toujours, mais bon, je suis plus à haut niveau. Et ça nous arrivait en supercross de monter à plus de 200. Ouais. Et simplement, quand on vérifiait au niveau des tours, bon, on n'avait pas tout ce qui était GPS qui sont connectés comme maintenant, mais on Mmh. se rendait compte que c'était le moment où on s'est fait une grosse frayeur dans des hoops ou quoi. Le cœur, il est Mmh. monté très très haut lors de cette Ah frayeur, ouais. et après, ben, il Ouais, ouais. fallait le faire redescendre le plus rapidement possible, quoi. Ouais, donc est-ce que ouais. En fait, c'est vrai que l'entraînement, il y a rien d'anodin, quoi. Tout que ce soit muscu ou cardio, fractionné ou travail de fond, je pense que pour la moto, il y a rien d'anodin. C'est pour ça que l'importance d'un préparateur physique quand vraiment on veut s'améliorer, je pense que c'est vraiment capital. Hem, après Mm. après avoir parlé cardio, on peut parler un petit peu muscu.
Qu'est-ce que tu penses de travail de musculation pur pour quelqu'un qui veut s'améliorer en cross? Est-ce qu'il faut faire peu de répétitions avec des poids lourds, plus de répétitions avec des poids légers? Est-ce qu'il faut faire des exercices type bodybuilding, tu vois, haltères, les machines de base, ou plus des travails de proprioception, tu vois, avec des dumbbells et tout qu'on lève comme ça? T'en penses quoi au niveau de la muscu? Alors, bah, ça va dépendre du niveau de la personne en musculation. Si la personne est novice en musculation, qu'elle a peu de temps pour se préparer, on va pas forcément l'obliger ou aller lui chercher des charges très très lourdes parce que son corps il sera pas prêt et elle risque Mmh. de se blesser. Une personne qui est à haut niveau, qui a l'habitude d'être suivie sur la préparation physique, bah, petit à petit, on va lui intégrer de plus en plus des séances de musculation pure, surtout sur la période hivernale. Donc en fait, ça va Mmh. fonctionner par cycle, un cycle de préparation physique. On a ce qu'on appelle un premier cycle, c'est l'adaptation anatomique. Donc c'est, on peut dire de la PPG, la préparation physique générale, du renforcement musculaire très basique, des séances de squat avec des charges légères ou au poids de corps au début, selon le niveau de la personne. Un Mmh. apprentissage des mouvements, donc déjà qu'elle sache faire les mouvements comme il faut, avec les bons placements, parce que c'est surtout ça qui est important. C'est pas tant les Mmh. charges, ça va être la technique de réalisation. Ouais. Après cette étape d'adaptation anatomique, on va passer sur du renforcement un peu plus important. Donc des charges qui augmentent, des répétitions entre 8 et 15 répétitions, donc on est sur des charges moyennes. Euh, Mmh. Si la personne en a besoin et qu'elle en est capable, que ses articulations sont assez renforcées, on pourra partir sur un petit cycle de force. Donc là, sur un cycle de force, on est sur des charges lourdes et Ouais. des répétitions courtes. Mais toujours OK, pareil, il faut que ça la personne marche. elle puisse les encaisser. Donc lourde entre Mmh. guillemets. Et après la force, on travaillera sur la force explo et tout ça. Ouais, Mais d'accord. voilà, tout Donc ça, ça toi va dépendre vraiment de la personne, du niveau. OK. Donc toi, ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression que dans Monkey Training, en fait, tu adaptes vraiment le travail de cardio et de muscu. En fait, tu adaptes tout, sur le niveau et enfin, sur comment la personne, elle est déjà taillée, quoi, en fait. Ah oui, oui, de toute façon, chaque séance, le but d'une préparation physique, c'est que ce soit 100% individualisé, c'est 100% Ouais. personnalisé. Donc la personne Mmh. qui a 15 ans et qui prépare son championnat de France junior, elle aura pas la même préparation physique, les mêmes besoins et les mêmes attentes en séance que la personne qui va faire le Touquet, par exemple. Parce que Ouais, ouais, je vois. la durée des courses n'est pas la même, les besoins musculaires ne sont pas les Mmh. mêmes, donc c'est vraiment adapté. Et c'est ce qui est important et c'est ce qui permet de progresser plus rapidement. L'individualisation, c'est ce qui permet de progresser, quoi. Ouais, je vois, tu vois, bah, par exemple, je suis pas coaché, j'ai pas de préparateur physique, et bah là, ce que tu me dis, ça me fait un peu, enfin, ça me fait plaisir et ça me fait un peu regretter le fait de pas en avoir parce que justement, je me dis, moi, je prends vraiment je pioche un peu partout ce qu'on me dit sur Internet et tout. Je pioche les exercices cardio et les exercices muscu, mais du coup, c'est pas du tout personnalisé pour moi. Tu vois, moi, par exemple, je suis un pilote 4,5, mais je pèse 67 kilos, quoi. Tu vois, je suis assez petit et tout, et j'adore rouler avec une 4,5. J'ai 29 ans, donc tu vois, j'ai l'âge d'être en MX1. Et du coup, je pense qu'un programme personnalisé, ça me ferait vraiment du bien, parce que j'adore aller à la salle et tout, mais peut-être que je progresserais pas assez vite que si j'étais avec toi, tu vois, par exemple. C'est surtout ça, et puis aller à la salle pour surtout faire les bons exercices. Beaucoup vont aller à la Mm. salle, vont se muscler le haut du corps, vont se muscler les épaules, vont se muscler au niveau des pecs et tout ça. Mais c'est vraiment ce qu'il faut éviter, entre guillemets, de renforcer pour un pilote de moto. La priorité sur les Mm. pilotes de moto, ça va être de renforcer les jambes. Donc, ce qu'ils Ouais. utilisent le plus souvent sur la moto, c'est une moto, ça se pilote avec les jambes, les pieds sur Mm. les repose-pieds, les appuis. Et le haut du corps, il faut essayer de l'avoir relâché. Donc, c'est vraiment ça important, des jambes solides. Ensuite, des épaules solides, je le dis toujours, mais pas des épaules volumineuses, des muscles profonds. C'est surtout Ouais. ça qui compte en moto. Pour éviter les Ok. luxations, pour éviter des ligaments croisés, il faut renforcer vraiment, et ça s'appelle de la prophylaxie, renforcer tout ce qui est muscle profond pour prévenir les blessures. Ça, c'est très important aussi pendant la préparation physique d'un pilote, quoi. La prophylaxie, donc prévenir toutes les blessures, c'est le plus important, quoi.
Ok. Moi, je sais pas vous là si vous nous écoutez, mais là c'est hyper intéressant. C'est le podcast le plus intéressant qu'on a eu. J'ai appris en 30 minutes là, j'ai appris plein de trucs et ça va continuer parce que c'est pas encore tout à fait fini. Merci Jocelyn, c'est hyper intéressant. J'avais encore une question. Tu nous en as parlé un peu tout à l'heure. L'importance du gainage. Ça va être important. Pourquoi le gainage? Alors le gainage, c'est la chose la plus importante dans la vie de tous les jours déjà. C'est ce qui maintient le corps droit, c'est ce qui maintient les viscères, c'est ce qui maintient tout ce qui est la colonne, et c'est aussi les muscles du caisson abdominal, c'est les muscles, ce qu'on appelle le transfert de force. Transfert de force, Mm. c'est-à-dire que la charge quand on appuie nos jambes au sol, on appuie nos jambes au sol parce que c'est le gainage qui nous fait pencher vers l'avant ou qui nous appuie dans le sol. Donc si on n'a pas de gainage suffisant, nos jambes ne peuvent pas appuyer fort sur nos repose-pieds, comme nos épaules et nos bras ne peuvent pas tenir notre moto, parce qu'on est tout ramollo, pour faire tout simple. Ouais, Par ouais, exemple, à la on voit réception bien. d'un saut, on s'est mis long. Si on s'est mis long sur un saut et qu'on n'a pas de gainage, on fait le pantin, tout simplement. Donc Ouais, ouais. l'importance du Ok. gainage, il est là sur des réceptions un peu trop approximatives ou des endroits un peu techniques dans la boue ou quoi. Si on n'a pas de gainage, déjà on se crispe au niveau des avant-bras, alors que c'est ce qu'il faut Ouais. pas. Et du coup, non, Mm. il faut serrer ses abdos et serrer ses jambes. Donc c'est le gainage qui intervient. Ok. Ouais, parce que c'est vrai que se crisper, on se crispe beaucoup. Il y a des fois, c'est assez chaud, mais en fait, c'est vrai que c'est ce qu'il faudrait pas du tout, quoi. Faut juste être gainé, solide sur les appuis, et puis ça passe tout seul. Mais bon, des fois, le cerveau, enfin, c'est l'habitude, hein. Ça, c'est l'habitude, il faut rouler. L'importance des Et c'est pour ça assouplissements que la pour toi. préparation, ça sert, quoi. Voilà, exactement. Alors C'est les, pour ça qu'il faut bosser à côté. Alors les assouplissements, c'est super important. Tout ce qui est assouplissement et mobilité articulaire, donc des muscles souples, un corps souple, ça va être super important. Lors d'une chute, déjà, tout simplement, si on Ouais. chute et qu'on est raide, un bout de bois qui est tout raide, quand il chute, il casse. Un bois Mm. qui est un peu plus souple, si on essaie de le bois, il tombe, il sera plus, il va se moduler, on va dire. Donc un corps, c'est pareil. Ouais. Si on tombe et qu'on est tout raide, ça pète. Alors qu'un corps assoupli, c'est un corps qui prévient des blessures, qui va être plus mobile. Donc un pilote qui est tout raide sur sa moto, on le voit, il est tout crispé, il n'arrivera pas à rouler avec un pilotage smooth. Alors que s'il est Ouais. souple, de la chaîne postérieure, du dos, des jambes, déjà il aura beaucoup moins de douleurs, beaucoup moins de blessures et une plus grosse facilité Mm. à piloter, quoi. Ouais. Tu préconises les assouplissements à l'avant-saison, pendant ou tout le temps au final, après chaque séance Au final, tout le temps. Au final, tout le temps. Après, Mmh. les placer dans la semaine, ça c'est un peu plus délicat. C'est des débats qu'il y a entre coachs. Euh, Ouais, Moi, ce que je préconise surtout, c'est faire leur assouplissement dans leur jour de repos. Au moins, OK. il y a pas de risque de déchirure, on va dire, musculaire si la personne a fait un gros effort avant. S'étirer Ouais. derrière un gros effort, c'est pas ce qui est le mieux préconisé. Ensuite, s'étirer avant un gros effort, c'est pas très bien non plus parce qu'on assouplit un muscle qu'on va demander de se contracter. Donc c'est pas le plus adapté non Mmh. plus. Donc Ouais, OK, l'idéal, d'accord. c'est de faire ces séances d'assouplissement pendant les jours de repos. Par contre, de Mmh. faire des activations musculaires avant chaque séance de muscu ou de moto. C'est-à-dire Ouais. échauffement articulaire, donc qui n'est pas des assouplissements, c'est des mouvements un peu plus dynamiques qui vont préparer les articulations et les muscles avant l'effort, quoi. OK, ça marche. Ouais, donc enfin toujours bien s'échauffer, même si c'est avant une séance ou alors avant une Ah ouais. manche, les articulations et tout. OK. Ça, j'ai Ça, c'est pareil, remarqué ça, je sais. avec. Vas-y, vas-y. Ouais, non, je te disais, j'ai remarqué en étant sur les terrains, mais maintenant plus en tant que pilote, mais en tant que coach, avec un œil différent, les pilotes s'échauffent très mal, voire pas, avant leur Mmh. séance d'entraînement ou avant les courses, quoi. C'est quelque Mmh. chose dont je fais la guerre un petit peu aux pilotes dont je m'occupe, mais ils ont pas de protocole d'échauffement avant de monter sur la moto, c'est-à-dire qu'ils vont tourner 2 fois les bras, tourner 2 fois les Mmh. poignets en se touchant les gants, faire 2, 3 montées de genoux et ils pensent qu'ils sont chauds pour monter sur leur moto, mais c'est pas ça du tout. Quand on voit les pilotes américains
qui amènent des rameurs sous les auvents, qui amènent des assaut bikes, donc des vélos qu'on utilise en crossfit ou quoi, sous les auvents. On se dit, mais les mecs, ils ont tout compris, quoi, encore une fois, quoi. Ouais. Ça, je suis vraiment d'accord avec toi parce que souvent, moi, du coup, je regarde les vidéos, je regarde toutes les courses et tout, je regarde pas mal de vidéos sur YouTube. Et avant les courses, pareil, on voit les ricains faire du vélo, du rameur, comme tu dis, ou alors le ski erg, là, comme du ski de fond, la machine. Et en fait, les mecs, ils arrivent sur la grille, ils sont déjà chauds. Du coup, moi, j'essaye de faire pareil. Je fais des fentes, je fais des jumping jacks et tout dans le parcoureur, ou alors même en pré-grille, une fois que j'ai mis la moto en pré-parc. Et les autres, souvent, ils me regardent, mais comme un fou. Ils me disent, mais qu'est-ce qu'il fait? Il se crame. Alors qu'en fait, moi, je trouve que une fois que j'ai monté mon cœur à température, et ben, quand je pars, et ben là, en fait, c'est là que là où je suis le meilleur, là où je peux exploiter direct la manche et que je suis vraiment énervé, quoi. Donc, en fait, c'est vrai que en France, je pense qu'on a vraiment un problème avec l'échauffement, alors qu'en fait, c'est capital, quoi. C'est exactement ça. C'est l'échauffement. Un corps échauffé, il va être beaucoup plus performant parce qu'on aura fait les connexions nerveuses. Le système nerveux se dit bon, mais tac, ça y est, je suis prêt. Je sais, on m'envoie une info, il faut que je sois prêt. Donc petit à petit, ça va être un échauffement articulaire, musculaire, puis cardio, donc de l'intensité. Et comme tu l'as dit, faire monter son cœur très très haut avant est beaucoup plus bénéfique parce qu'en fait, si on part à froid, ça veut dire qu'on va avoir une grosse montée de fréquence cardiaque d'un coup. Et ça va être plus dur de la faire redescendre. Alors que si à l'avance, on l'a fait monter, qu'on a appris à redescendre et que notre cœur il est prêt, on va beaucoup mieux assumer la manche. Et il y a ça aussi, et il y a la chute. Il suffit qu'on fasse une chute toute bête au premier tour. Souvent aux essais, on n'est pas concentré parce qu'on n'est pas échauffé, parce que l'échauffement sert à la concentration également. Une chute à froid, on se fait souvent plus mal que quand on est chaud, quoi. Ah ouais. J'étais en train d'imaginer le mec il se réveille donc il a mangé. Il a mangé après les essais, après les essais, il a mangé. Avant la première manche, il a fait une sieste après. Donc il mange, il fait une sieste, il monte sur la moto pour la première manche et il tombe au départ dans la boue. Donc là, en fait, le gars, il a tout faux, quoi. Il a tout, il a le combo horrible là. Le combo parfait du gars qui va en chier. C'est ça, il va en chier toute sa manche parce que tout simplement il a pas fait les choses comme il faut, pas dans l'ordre, et voilà. Ouais, vous voyez, il y a quand même plein de choses à apprendre quand on parle à un préparateur physique et c'est super intéressant. Maintenant, j'ai envie de parler, alors peut-être du mal le plus fréquent en termes de moto, c'est le arm pump. Le mal aux avant-bras. Qu'est-ce que tu peux nous dire, hormis que la technique peut améliorer tout ça, mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur le arm pump, d'où ça vient, et est-ce que tu as des solutions, on va dire des solutions pas miracles, mais qui font que ça disparaît pour un pilote vraiment novice ou intermédiaire? Alors, moi, mon avis sur le arm pump, c'est qu'il y a eu comme un gros effet de mode. Les pilotes, ils reprennent la moto, ils ont mal au bras, faut que je me fasse opérer du syndrome des loges. Alors c'est une pathologie, on va dire une blessure qui existe. C'est pas une blessure en fait, c'est pour expliquer un petit peu la chose, comment ça fonctionne. Le arm pump, c'est nos muscles qui sont insérés dans des loges, donc des tissus blancs. Quand on ouvre une escalope de poulet, par exemple, on voit souvent un petit film blanc par-dessus. Ça, c'est les loges du muscle, les aponevroses. Et en fait, souvent, les muscles gonflent, et les aponevroses, le tissu n'est plus assez élastique pour pouvoir pour permettre au muscle de se relâcher. Donc, c'est-à-dire que le muscle est tendu dedans, dans son aponévrose, et il va falloir venir faire une incision de cette aponévrose pour relâcher le muscle. Alors ça, c'est dû à plusieurs choses. Ça peut être dû à une reprise de moto, à un pilotage trop crispé, donc un manque d'entraînement et un pilotage trop crispé quand on reprend la moto. C'est souvent ce qui se passe à la reprise. Ça va durer 1 mois, 3 semaines, ça va dépendre comment on pilote, comment on est préparé avant. Ça peut être dû à des réglages sur la moto, donc un guidon trop en avant, des poignées trop grosses, pas assez souples. Ça peut jouer sur ça, donc du coup en fait on vient tendre les bras, on a les avant-bras qui se crispent parce qu'au niveau des doigts on est crispé. Donc tout ça, ça y joue. Moi je pense qu'avant de se dire bon il faut que je me fasse opérer, je changerai beaucoup et je testerai beaucoup de choses sur la moto, beaucoup de choses sur mon pilotage.
Moi, je sais que quand je reprends la moto, en ce moment, je roule pas assez régulièrement. Quand je reprends, j'ai mal au bras parce que je m'entraîne en musculation, parce que tout ça. Du coup, avant de me dire, il faut que je me fasse opérer, je me dis, roule 20% en dessous. Donc, au lieu de rouler à 80% dans ta manche, roule à 60%. Joue avec ta moto, avec les jambes, comme tu dois piloter. N'essaie pas d'aller vite. Fais-toi plaisir avec la moto et tu verras que le mal de bras, il disparaîtra. Et une fois que tu auras acquis une bonne endurance sur la moto et retrouvé une bonne technique, essaie de remettre du rythme. Si malgré tout ça, ça tient pas, ou même si tu fais un tour d'échauffement, t'as mal au bras, là, il faut aller consulter. Ok. Ouais, donc c'est sûr qu'il y en a, ils se précipitent sur l'opération, alors qu'en fait, il y a plein de solutions avant, quoi. Ouais, il y a les solutions aussi également d'étirement et d'assouplissement. Donc, on parlait tout à l'heure des étirements. Les étirements des avant-bras, c'est vachement important. Donc, attraper sa main et venir tendre le poignet pour étirer ses avant-bras. Et également les massages. Parce que si un muscle est trop tendu et tout le temps tétanisé, c'est qu'il est tout le temps en contraction et il demande d'être relâché. Donc, pour relâcher, les massages avec des automassants, ou alors si on a la chance de pouvoir se faire masser chez le kiné ou quoi, c'est très important, quoi. Massage, étirement, c'est les choses qui vous permettent de faire passer cette gêne, quoi. Ouais, c'est vrai. La nutrition et l'alimentation également. Eh oui. Ouais, ça on en parlera après, on fera un micro chapitre sur l'alimentation. C'est vrai que moi j'ai mis 5 ans pour trouver les bons réglages pour avoir le moins mal au bras, hormis gagner en technique. J'ai mis 5 ans pour trouver les bonnes poignées. Bon, pour info, c'est des Pro Taper Race Cut parce qu'elles sont vraiment, comme tu dis, elles sont vraiment souples. En fait, elles sont fines, souples. Et dessus, je mets des gants fins. Et en fait, ça fait que vu qu'en plus j'ai des petites mains, la poignée au final, la prise du guidon, elle est vraiment petite, elle est vraiment pas grosse et en fait ça me tend pas du tout les avant-bras. Donc ça, avec une bonne nutrition, des entraînements et une bonne technique, c'est vrai que ça peut être pas mal de choses, pas mal de facteurs qui peuvent améliorer ce arm pump parce que les pilotes novices, ils ont la hantise de ça, quoi. C'est vraiment le problème numéro 1. Ouais, mais c'est souvent le premier problème de ça, c'est le manque de roulage. C'est vrai. Si on fait une pause pendant 2-3 mois, on roule pas en plein hiver, après on reprend, ça c'est inévitable. Mais bon, après c'est sûr que on se dit qu'au bout de 3 semaines ça ira mieux. Mais si on a déjà fait un bon entraînement et trouvé des solutions en amont, c'est quand même assez intéressant. Avant de parler vraiment du type chronologie juste avant une course et la récupération, j'avais envie de te demander euh, au sujet de ton entreprise Monkey Training, si jamais quelqu'un te sollicite pour une préparation physique, qu'est-ce que tu vas lui proposer? Est-ce que tu vas lui proposer des programmes, un programme spécifique, direct, ou alors est-ce que tu vas lui dire de venir, déjà de le voir, de l'examiner, de voir un peu ses objectifs pour la saison prochaine, tout ça en fait. Alors moi j'aime beaucoup le contact humain. Alors je préfère rencontrer la personne, connaître ses attentes, ce qu'elle attend de moi, les objectifs qu'elle a, le passé, qu'on discute de son passé, qu'on discute un petit peu de ce côté psycho, que j'apprenne plus sur la personne, sur son mental surtout, pour savoir si je la connais pas du tout, comment l'appréhender en fait, comment mettre en pratique mes séances, comment adapter quand je sens que la personne est en coup de mou, si c'est une personne qui a besoin qu'on lui en mette toujours plus, qu'on la pousse, ou si c'est plutôt une personne qui est plus dans la discussion, dans l'échange, qu'on soit plus à la motiver, à la brosser, on va dire, dans le sens du poil. Il y a beaucoup de personnes différentes et de mentalités de pilotes différentes. Il y a des pilotes qui ont besoin, qui sont très à la dure, donc qui ont besoin qu'on leur en mette toujours plus, qui ont besoin d'être encouragés, d'être poussés. Et contrairement, il y a d'autres pilotes qui ont besoin vraiment qu'on les soutienne. Il y a beaucoup de soutien. Donc déjà, en rencontrant la personne, tout ça, on peut le voir. Ensuite, la séance, les séances sont complètement adaptées. Donc pour ça, il faut que je fasse des tests au préalable. Donc si la personne ne peut pas venir, ça sera beaucoup d'échanges téléphoniques et après des tests, donc des fiches de tests qu'il doit réaliser. Donc comme on disait tout à l'heure, des tests de VMA, des tests de fréquence cardiaque. Des tests de résistance musculaire, de gainage, que je sache un petit peu le profil de la personne. Le profil de la personne pour voir un petit peu, donc des tests de souplesse également, pour que je connaisse ses faiblesses et ses forces.
Et à partir de là, je pourrais établir un programme sur tel ou tel exercice et mouvement. Et ensuite, le plus important, c'est les championnats. Quel championnat est le plus important pour toi? Est-ce que les dates de février, c'est important ou est-ce qu'il faut attaquer vraiment en juin, c'est là où c'est le plus important, pour qu'après la programmation soit adaptée au fur et à mesure de la saison, pardon. Ok. Tu préconises et tu fais des programmes, par exemple, sur une période de 3 4 mois, ou alors tu préconises un programme à l'année, suivre un pilote à l'année, ou alors c'est carrément au mois, si jamais un pilote il veut vraiment faire un mois, avec toi, il peut. Alors, sur une préparation physique, au mois, on va dire, une personne qui n'a jamais fait de physique à côté, qu'elle prenne un mois, ça sert à rien. Parce que ça Mm. sera à peine le temps de l'adaptation des mouvements et tout ça. Une préparation physique, ça se compte plutôt en années. Des préparateurs physiques professionnels qui préparent des athlètes pour les JO, ça se prépare 3-4 ans à l'avance. Donc on va dire en moto, ça va être à peu près pareil. Donc c'est pas en 3 mois de préparation commune qu'on va pouvoir voir les progrès. Alors certes, la personne va peut-être se sentir mieux, voir Ouais. les évolutions, mais c'est aussi sur le côté mental que souvent ça évolue rapidement avant que ça évolue sur le côté physique. Mm. Mais voilà, à partir de 6 mois, on peut commencer à parler de préparation physique et de suivi intéressant. À partir de 6 mois, c'est vraiment le minimum pour qu'il y ait, pour voir l'évolution physique et pour se dire bon ben là t'étais là il y a 6 mois, maintenant on en est là. Comment on évolue la Mm. suite de la programmation, quoi. Mais voilà, minimum 6 mois pour que ce soit intéressant sur le travail. Ouais, c'est vrai. Puis en plus, j'ai l'impression que si quelqu'un vient te voir, c'est il s'est dit que c'était vraiment important d'avoir un préparateur physique et qu'il est vraiment motivé à aller plus loin. Alors que si jamais il y a quelqu'un qui veut juste un mois, autant prendre un abonnement à Apple Fitness Plus, quoi. En fait, tu vois, ça sert, c'est pas du tout les mêmes objectifs et c'est pas la même chose, quoi. Ouais, voilà, en fait, la personne qui comprend vraiment et qui connaît ses besoins, elle va savoir que un mois, ça sera pas utile. Alors j'ai beaucoup de demandes de jeunes pilotes de niveau régional qui me demandent, qui veulent des séances type ou que je leur envoie des programmes. J'ai eu des demandes quand je coachais Cédric Soubeyras qui me disait tu peux m'envoyer les mêmes séances que Cédric Soubeyras. Mais en fait, c'est tout à Ouais. fait faux et stupide. C'est pas comme ça que ça Mm. fonctionne. La séance que j'envoie à Cédric Soubeyras, Mm. elle est adaptée à Cédric Soubeyras. La séance que Mm. je vais faire pour Pierre, Paul ou Jacques, c'est parce que ces tests ont révélé qu'il fallait qu'ils travaillent ça à telle amplitude, à telle fréquence cardiaque. Donc, il faut que ce soit comme ça. Chaque séance, de toute façon, c'est des programmes 100% personnalisés et individualisés. Donc, il y a ça. Et en fonction aussi du matos dont la personne dispose. Il y a des personnes qui ont leur salle de sport chez eux avec du petit matos. Je vais adapter les séances avec le matériel qu'ils ont. Je vais pas leur demander d'acheter une salle de musculation. Les personnes qui sont dans des salles de muscu, je vais leur demander la salle de muscu, qui me prennent des photos du matos et j'adapterai les séances et je ferai leurs séances en fonction de la salle de muscu dans laquelle ils s'entraînent. Voilà, c'est toujours pareil. Mm. Ouais, toujours pareil, enfin, ce qu'on dit depuis le début, c'est de l'adaptation, préparateur physique, vraiment au top pour le motocross. Il s'adapte à chaque pilote et tout. C'est vraiment ça qui est bien plutôt que quelqu'un, par exemple comme moi, hein, je l'avoue, qui fait à fond de la muscu et du cardio, mais sans avoir une adaptation, quoi. Donc très très intéressant. Avant de parler de la chronologie vraiment d'une course de MX, je voulais redire que ce podcast est sponsorisé par les gants Blasphème. Blasphème, la marque française de gants créés par des crossmen pour des crossmen, qui propose des gants de motocross premium dont la particularité est de pouvoir personnaliser ces gants sur vos phalanges. Si vous êtes intéressé par ces gants, allez à Blasphème Racing sur les réseaux sociaux. Jocelyn, qu'est-ce que tu préconiserais 3 jours avant une course? Est-ce que tu préconiserais le repos et les assouplissements? Est-ce que tu préconiserais une grosse séance 3 jours avant et après du repos? Ou alors une petite séance la veille? Qu'est-ce qu'on fait si on a une grosse course le week-end? Euh, ben, Comme je dis toujours, une course, ça se prépare pas la semaine avant. Ça se prépare des mois et des mois précédemment. Donc, 3 jours avant, moi, je coupe les athlètes l'avant-veille. Donc, leur course, c'est le dimanche. Le vendredi, ils ne font rien. Le vendredi, c'est assouplissement, repos. Hmm. S'ils peuvent
faire des séances de cryothérapie, vraiment pour la récupération à fond, pour prendre soin d'eux. 3 jours avant, donc ça on va dire on tombe le jeudi. Le jeudi, une petite séance rappel, donc c'est-à-dire la veille, la semaine qui précède les courses, on va baisser le volume d'entraînement. Donc il faut pas qu'ils aient une grosse charge de volume d'entraînement, donc des entraînements courts, mais assez intenses, pour garder un bon rythme. Donc plutôt que de faire beaucoup de répétitions, ça va être moins de répétitions, mais une intensité un peu plus élevée. Ensuite, la veille d'une épreuve, c'est toujours intéressant de faire un petit réveil musculaire. D'ailleurs, on le voit souvent, les pilotes, la veille d'une épreuve, les meilleurs pilotes partent courir un petit peu. Voilà. Donc, un petit footing, une petite sortie vélo, ça permet de rester éveillé musculairement et de pas. Souvent, en plus, on a fait de la route ou certains pilotes ont pris l'avion, donc on sent les jambes lourdes. Donc, le fait de faire ce petit effort physique la veille de l'épreuve, ça fait toujours du bien pour un réveil musculaire, pour tonifier un petit peu le muscle qui s'est un petit peu engourdi pendant ce trajet. Ok, d'accord. Puis en plus, toi, du coup, je suppose que vu que tu étais pilote avant, t'as pu vraiment sentir la pression du week-end de course et du coup établir un plan d'action pour pas dire aux gens fais une grosse séance de muscu la veille, quoi. Ça, c'est pas mal. Ouais, c'est ça. C'est l'avantage d'avoir été pilote et d'avoir eu ces sensations, de me dire je sais comment je me sens à tel moment avant une épreuve, à tel moment le matin, le soir. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc et après encore une fois, chaque pilote est différent, donc adapté. Mais voilà, la veille d'une course, une petite séance de footing, mais très court, ça vide la tête, ça permet d'évacuer un petit peu la pression qu'on peut se mettre. Déjà, ça c'est important aussi. Visualiser la course du lendemain pendant qu'on fait sa petite séance de sport, ça permet déjà d'être vraiment focus sur l'épreuve, même si c'est la semaine et les mois avant où il faut être focus sur les épreuves. C'est pas la veille qu'on va gagner la course. Ok. Après, donc on fait notre week-end de course. Qu'est-ce que tu préconises en termes de récupération direct après l'épreuve ou alors le lendemain, le lundi? Alors direct après l'épreuve, c'est compliqué à mettre en place. Souvent les courses, tout ça, sont loin. Donc en général, on charge et on s'en va, quoi. On est pressé de rentrer chez soi. C'est vrai. Mais le lendemain, par contre, une bonne séance de récupération. Donc important, une petite séance sans intensité, pas un rythme obligatoire, mais une sortie vélo avec les copains, un petit footing de 30-40 minutes. C'est ce qui permet de faire circuler le sang dans les jambes, on va dire, d'évacuer, comme ils disent, l'acide lactique avant, mais c'est un petit peu faux maintenant, mais c'est surtout permet une meilleure récupération. Donc les jambes, on va les sentir moins lourdes, éviter tout ce qui est courbature par la suite, parce qu'on a relancé un petit peu le système musculaire, le système nerveux. Et donc tout ça, c'est intéressant. Et derrière cette petite séance vélo ou course à pied où on n'a pas mis d'intensité, là, on s'envoie une petite séance d'étirement vraiment souple pour relâcher tout le corps et tout ça. Ça, c'est si on est après une grosse compétition et qu'on n'a pas grand-chose derrière. Si par la suite on enchaîne, on va falloir qu'on se prépare directement, parce que si le week-end après il y a notre compétition, peut-être que la séance de récupération sera plus courte, parce que derrière il va falloir que l'après-midi on aille s'entraîner. Voilà, ça va être vraiment aussi dépendre de la période où on en est. Ok, d'accord, ça marche. On a vu la récupération. Maintenant, je voulais faire un petit chapitre sur l'alimentation, la nutrition et l'hydratation. Qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau de l'hydratation dans ta préparation physique et puis l'importance de l'hydratation pendant l'hiver et juste avant une épreuve, tu vois, les deux. Alors, l'hydratation, boire, très important. Le corps, il est composé à 70, je crois, % d'eau. Donc l'eau, c'est ce qui est le plus important pour nous. On peut pas vivre sans eau. Donc, il faut boire beaucoup, des petites gorgées durant toutes ces séances d'entraînement, minimum 3 litres, en fonction de la période dans laquelle on est, en fonction du poids qu'on fait. Mais il faut pas hésiter à boire. Après, tout ce qui est, faut faire attention à tout ce qui est boissons sucrées, tout ça, c'est des boissons qu'il faut éviter. Tout ce qui est soda, tout ça, on n'en a pas besoin en fait pour une préparation physique. Soda, sirop, c'est du plus.
c'est du bonus qu'un athlète peut s'accorder si vraiment ça lui fait du bien mentalement, mais réellement on n'en a pas besoin, quoi. Ouais. Donc de l'eau, c'est la meilleure des boissons à utiliser, quoi, de toute façon. Ouais, ça m'étonne pas parce que c'est vrai que si on a une bonne hydratation la semaine avant une course, moi j'ai pu essayer ça aussi cette technique. Et ben quand même on en chie un peu moins le week-end. On sent que déjà on est relâché et tout. Et enfin moi on m'a toujours dit l'eau c'est la vie, donc ça c'est vrai qu'il faut vraiment essayer de cette phrase simple, faut vraiment essayer de boire. C'est assez important. Euh, Est-ce qu'on peut mettre des petits compléments alimentaires dans l'eau parfois? Est-ce que toi t'es fan des compléments alimentaires ou au contraire tu dis que c'est pas trop efficace? C'est quoi ton avis à ce niveau-là? Alors, je suis pas un grand fan des compléments alimentaires. Complément alimentaire, Mmh. dit complément, dit c'est vraiment pour compléter son alimentation. Donc, avant de prendre des tonnes et des Mmh. tonnes de compléments alimentaires comme j'en vois faire, déjà avoir une Mmh. alimentation saine, équilibrée, variée, c'est la base. Une fois qu'on sait qu'on est arrivé au top du top de son alimentation, on peut se complémenter parce qu'on se dit bon malgré que je mange mon poisson, mes légumes, mes crudités, mes féculents, ma protéine animale ou végétale, Mmh. j'ai encore peut-être quelques carences. Donc là, je vais me prendre des vitamines, du magnésium, euh, de comment ça s'appelle, des compléments pour les articulations. Donc tout ça, ok, mais la base de la base, c'est la nutrition, une nutrition saine. Si le lundi après course, c'est pizza, le mercredi, c'est burger avec les copains et qu'on va boire 3 bières le jeudi parce qu'il y a la course dimanche, là, prendre des compléments Ouais. alimentaires, ça sert à rien en fait. Oui. C'est pas, OK, ça va ouais. pas rattraper tout ça, quoi. Ouais. Donc tu veux dire que te faire un shaker de protéines après la salle et d'aller au McDo, ça sert à rien, quoi? C'est totalement inutile et j'ai remarqué que dans la nutrition des pilotes de moto, ils sont vraiment à l'arrêt, quoi. Ils y comprennent vraiment rien parce que par exemple, un Ouais. pilote de moto va te dire qu'un gros pas de pâtes polonaises, c'est bon pour une préparation physique. Je suis pas Ouais. sûr qu'un Gauthier Paulin ou qu'un Tom Vial ou qu'un Type Gager mange beaucoup souvent de pâtes bolognaises. Voilà, c'est pas le genre Ouais. d'aliments qu'ils doivent prendre. Et là, on parle d'athlètes vraiment de haut niveau. Donc voilà, si on veut être le meilleur, il faut faire comme les meilleurs, quoi. Ouais, OK. Est-ce que tu inculques, ça dans tes programmes, un petit peu de nutrition pour tes athlètes? Alors, j'aime pas voler le taf des autres déjà, parce que je me dis que je suis coach Mmh. sportif, je suis pas Mmh. nutritionniste, comme je suis pas coach de moto. Donc pour moi, chaque métier, chaque Ouais. personne a ses prérogatives. Alors moi, j'ai mes connaissances, j'ai testé beaucoup, enfin beaucoup. Sur moi, j'essaye différents schémas alimentaires, on va dire, plus du cétogène, plus protéiné, plus un peu moins de glucides. Donc je teste sur moi par expérience personnelle, on va dire, ce qui me Mmh. correspond le plus. OK. Je peux Mmh. aiguiller les gens en leur disant ça vaut mieux que tu remplaces par ça, ça tu vas éviter, ça c'est pas bon pour toi, ça tu peux le manger Ouais. mais à telle période mais pas maintenant. Mais par contre leur faire un programme alimentaire fixe, non. Par contre, je les orienterai vers une nutritionniste ou une diététicienne, ça volontiers, parce que ça permet de Mmh. travailler en groupe, quoi. Vaut mieux travailler avec un petit groupe autour de soi, son kiné, son nutritionniste, sa diététicienne, et là, on peut créer vraiment quelque chose de solide. Chaque personne a son taf, quoi. Mmh. C'est vrai que c'est assez intéressant parce que tu vois, quand on va chercher un préparateur physique comme toi, et ben, je trouve que déjà en plus de la personnalisation qu'on a parlé depuis le début, et puis que tu connais ton sujet de la prépa physique sur le bout des doigts, tu peux nous aiguiller dans des choses comme ça, tu peux nous présenter à des nutritionnistes, tu peux nous présenter à des, je sais pas, des préparateurs mentaux aussi, tu vois, des trucs comme ça. Et en fait, Ouais. si on veut progresser en moto à un niveau hyper rapide, au final, les gars comme ça, enfin les gars comme toi, c'est la clé quoi. On peut pas se passer des préparateurs physiques. Et c'est pour ça que c'est hyper important et hyper intéressant ce qu'on a vu depuis le début. Je te remercie Jocelyn. Écoute, je pense qu'on a fait vraiment un gros tour là. On a fait un beau tour de tout ce que je voulais parler. La petite introduction, vraiment un chapitre prépa physique, un chapitre chronologie sur avant la course.
et un chapitre alimentation. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour ta part? Non, tout d'abord, merci à toi de m'avoir contacté parce que ça m'a fait très plaisir. Ça m'a permis de parler un petit peu de tous les sujets qui me plaisent, et qui me tiennent à cœur et dont je peux pas vraiment exposer parce que j'en parle pas forcément dans ma vie de tous les. Enfin, c'est pas. Je vais en parler aux gens qui me demandent des conseils, mais là au moins ça pourra permettre aux gens qui se posent des questions sur comment faire, sur quoi faire, à quel moment, d'en savoir un petit peu plus. Donc merci à toi de m'avoir permis de donner tous ces conseils aux gens. J'espère que ça leur aura plu. Et ensuite, qu'ils n'hésitent pas à venir me poser des questions parce qu'on n'est pas rentré dans tous les détails, mais il y a encore beaucoup de choses à dire sur la préparation physique et sur le suivi d'un pilote de moto. Donc, que les gens n'hésitent pas à me contacter via mes pages ou sur mon site. Voilà, il y a toutes les infos qui seront transmises, je pense, sur le podcast. C'est vrai que c'est hyper intéressant et franchement, ça m'a fait hyper plaisir de te recevoir sur le podcast, Jocelyn, parce que justement, je me suis dit, en tant que pilote intermédiaire qui veut progresser, il y en a sûrement plein qui sont dans le même cas que moi, et on va parler, on a couvert pas mal de sujets, mais je suis sûr que en vrai, face à face, on peut parler pendant des heures de préparation physique. C'est hyper intéressant. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller sur ses réseaux sociaux, à Monkey Training, à le contacter, si vous êtes dans le sud de la France ou n'importe où, parce que c'est vraiment hyper important et à mon avis, vous pouvez progresser à vitesse lumière pour les prochaines courses et pour les prochains championnats si vous visez ça. Merci Jocelyn. Et puis du coup, on se donne rendez-vous peut-être pour un prochain podcast. On sait jamais, pour un podcast en vrai sur un terrain ou quoi. On verra ça. Yes, merci à toi et on se donne rendez-vous le plus vite possible avec grand plaisir ou sur une course de moto ou quoi que ce soit. Allez, ça marche. Merci Jocelyn, c'était hyper intéressant. Suivez Monkey Training sur les réseaux. Et pour le podcast, abonnez-vous, likez et notez. Voilà, parlez-en autour de vous. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez, salut à tous.